Docteur Patricia Carrieri, peut-être pour l'INSERM. Oui, beaucoup de choses ont été déjà dites. Donc, en fait, je vais essayer de compléter certains aspects. Donc, tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que les salles de consommation sont un dispositif médicalisé. Donc, il ne s'agit pas de salles de shoot ou de shooting gallery, comme il l'appelle en anglais. Il s'agit d'un système de soins qui permet, en fait, de rejoindre certains types de populations. Donc, ça, toute la littérature internationale, et pas seulement celle de Vancouver, mais aussi la littérature sur les autres salles qui existent en Europe, montre que c'est un dispositif qui permet de joindre des populations qui autrement resteraient à la marge du système. Ce n'est pas sûrement le médecin généraliste qui pourrait faire arriver pour traiter avec la méthadone ou la buprenorphine ces types de populations. On n'y arrivera pas. Donc, disons qu'il y a 3 points importants que je voulais souligner, qui ont été évoqués plusieurs fois pendant ces différents exposés. Je pense que le premier point, c'est que nous allons vers l'équité d'accès. Et donc, en fait, là, j'entends quelque chose qui m'a un peu surpris. On parle de diminuer les nombres de XAPA, diminuer les nombres de caroutes, donc aller vers l'inégalité de l'accès aux soins et à la prévention. Donc, enfin, j'ai entendu ça, peut-être que j'ai pas mal compris. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai dit que, au contraire, le nombre de XAPA allait s'accroître du fait de la fusion avec. Et donc, on va passer de 260 à 510. Professeur, puis-je vous rappeler que la fusion est faite depuis longtemps? Donc, pour revenir, donc, il y a un élément important, c'est cet élément de l'équité de l'accès. Le deuxième élément, c'est la couverture, c'est-à-dire la chose importante est de pouvoir arriver à rejoindre ce type de population avec plusieurs dispositifs. Donc, il y a certains qui vont être... on peut les rejoindre seulement avec un dispositif, comme les salles de consommation, mais d'autres ont besoin de plusieurs dispositifs pour être attirés vers les soins. Et à propos des soins, on a parlé des parcours des soins. Et quelque chose qu'on oublie et que peut-être on ne dit pas assez, c'est que quand même ces dispositifs, un des objectifs, c'est de faire entrer la personne dans un parcours de soins. Ce n'est pas automatique de commencer un traitement de substitution. C'est quelque chose qui doit mûrir, ça fait partie de la relation avec les professionnels de santé, ça fait partie d'un travail d'engagement, des relations, d'amélioration de la relation avec les personnels sanitaires. Et donc, en fait, par exemple, j'ai quelques chiffres pour vous dire qui sont assez intéressantes. Par exemple, un article publié sur un prestigious review journal comme DAD, Drug and Alcohol Dependence, montre que, par exemple, sous 2 ans de suivi, on observe pratiquement 60% des personnes qui rentrent en traitement de substitution dans la salle de consommation. Et je pense que ça, c'est un résultat majeur. Et encore plus intéressant, c'est qu'il y en a un quart des personnes qui arrêtent l'injection. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui montre comme ce dispositif va au-delà de l'injection simple, de la supervision. Donc, on a quelque chose qui s'inscrit dans les soins. Et pour revenir au coût de ce type de dispositif, justement, tout à l'heure, on a évoqué ce rapport 5 à 1. Il y a évidemment un papier qui a été fait par l'équipe de Vancouver, où il a été estimé qu'il y a 35 cas de VIH évités par an, ce qui est énorme parce que quand même le VIH c'est une maladie chronique qui demande des traitements à vie et qui ne sont pas non plus super économiques. Et une prise en charge, parce qu'il y a des examens à faire, donc tout va avec. Et également 3 overdoses par an. Donc, en fait, à travers ce type de travail, ils ont pu mettre en évidence qu'il y avait, en fait, pour chaque... il y avait cette relation bénéfice-coût qui était de 5 ans. Évidemment, il y a, je pense que un élément important qu'il ne faut pas oublier, que quand on parle de ces dispositifs comme quelque chose pour attirer les personnes dans les soins, on parle de traitements de substitution, on parle de méthadone, on parle de buprenorphine, et on parle aussi de tout ce qui va avec, donc en fait, aussi des choses comme la réduction de la criminalité. Par exemple, dans l'étude Métaville qui a été financée par l'ANRS sous la prime en prescription de méthadone en ville, nous avons observé, par exemple, une baisse de la criminalité de 40% au bout d'1 an de traitement. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi ces bénéfices, du type social, qui peuvent être importants et qui peuvent être pris en compte dans le processus de la mise en place d'une salle. Parce qu'une salle de consommation n'est pas qu'un endroit pour s'échouter, comme on peut dire, mais un endroit qui fait partie du parcours de soins. Et qui est un parcours parfois accidenté, parce qu'on ne parle pas d'une maladie comme toutes les autres, on parle d'une condition qui est chronique et qui nécessite
et qui s'associe à plusieurs choses, donc pathologie, comorbidité psychiatrique, pauvreté, émargination. Donc je pense qu'il y a quand même des choses à prendre en compte et ce qui est important, dernière chose, nos collègues suisses, dans un célèbre article publié il y a un peu de temps maintenant sous le Lancet, ont montré que dans la ville de Zurich, quand on arrive à obtenir une couverture totale par tous les services, qu'on arrive à couvrir presque complètement la population d'usagers des drogues, en fait, les nouveaux usagers disparaissent. Donc, en fait, on arrive à couper aussi les marchés noirs des drogues. C'est à travers l'accès aux soins qu'on arrive aussi à travailler sur le marché des drogues. Et donc, je voulais faire un mot sur les prisons, juste pour compléter ce qui a été dit. Donc, je voulais rappeler une enquête qui a été menée en France qui s'appelle Pride, qui a été financée par la NRS et qui a montré Pride, oui, qui a montré en fait qu'il y a un accès très, très réduit à la réduction des risques en prison. Et donc tout ça, ça a été fait à travers, en comparant en fait les recommandations nationales et les recommandations internationales de l'OMS. Et donc on a pu mettre en évidence que la France est encore bien loin, parce que même si certains outils semblent disponibles, ils ne le sont pas vraiment. Dans toutes les prisons, il y a beaucoup d'hétérogénéité, comme a été souligné. Beaucoup de pratiques qui dépendent de la volonté de responsable de la prison. Et bien sûr, il y a du travail à faire. Et nous pouvons nous inspirer de nos collègues étrangers, en particulier les Espagnols, qui ont mis en place un programme combiné de réduction des risques en prison, fondé sur 4 axes, et c'est eux qui ont montré une diminution des infections du VIH et du VHC dans ce type de contexte. Donc, je pense que on va vers l'égalité d'accès à la prévention pour toutes les populations, y compris les détenus. Merci beaucoup.